Donc tout simplement pour introduire la première conférence qui va être donnée par M. Frédéric Perrault, qui, je l'invite à peut-être me rejoindre. Je vais présenter en quelques mots. Monsieur Perrault, vous êtes un docteur scientifique en électronique. Ensuite, vous avez eu un parcours de créer des startups dans le domaine des télécommunications. Puis vous avez intégré la société A. Raymond, où vous êtes depuis 6 ans président de A. Raymond France. C'est bien ça. Voilà. Et vous êtes membre du comité exécutif du groupe. Vous avez aussi un rôle de membre du conseil d'administration de Minalogic, avec la directrice qui est dans la salle, Isabelle Guillaume. Je pense qu'il y a une petite affinité entre vous, d'après une source autorisée, vous êtes sortis de la même école. Donc voilà, c'est peut-être une affinité qui s'opère en occasion. Vous êtes enfin consultant de fonds d'investissement en capital développement. Donc vous avez un parcours assez varié, dans une entreprise plus récemment qui a quand même, si je comprends bien, qui connaît bien la situation, plus de 120 ans d'âge. 152. 152, vous vous rendez compte? Qui au début s'occupait de fermer les gants avec le fameux bouton pression, et puis qui a su évoluer au cours du temps, puisque maintenant tous les systèmes d'attache perfectionnés, complexes et maintenant probablement intelligents commencent à être produits par votre entreprise. Donc je pense que c'est un beau modèle. Là où vous nous provoquez un petit peu, c'est dans le titre de votre conférence, parce qu'un intitulé « Digitalisation, rêve ou cauchemar », je trouve que vous placez la barre assez haut et que probablement vous allez nous envoûter dans votre présentation, parce que le titre appelle à la réflexion de vous. Yes. Merci beaucoup. Moi, je vais essayer de vous envoûter, effectivement. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez bizarre de voir Raymond, qui est une entreprise, quand nos clients veulent se fâcher avec nous en négociation et disent qu'on fabrique de la breloque voilà, ou des accessoires, parce qu'effectivement on est composantier mécanicien, on réalise tous les petits clips qui permettent d'assembler vos voitures. Par contre, effectivement, bizarre de notre présence dans le digital, c'est que nous ne sommes pas producteurs et nous n'en intégrons pas dans nos produits, mais par contre on est un très gros consommateur. Entre autres, puisque en tant que composantier, on fabrique des très très grands volumes. On a fabriqué l'année dernière 26 milliards de produits dans le monde, et puis juste 3 milliards à Saint-Égrève. Voilà, et puis on ne peut pas fabriquer, pour tous ceux qui ont parcouru ou eu des parcours industriels sur la production de masse, on ne peut pas fabriquer sans avoir une bonne architecture informatique, autant de produits et autant de volumes. Alors, je fais une distinction déjà entre numérique et digital, parce que finalement, nous sommes numériques depuis hyper longtemps, avec les ERP en particulier. Donc on va dire la bascule du monde du papier au monde du numérique, c'est sans doute produit à la fin des années 90, au début des années 2000, et nous sommes particulièrement numériques, à savoir qu'on génère beaucoup de données. La vraie différence avec le digital, c'est que maintenant on va essayer de les utiliser. On en génère tellement des données, pour l'anecdote, que l'année dernière on a eu un joli contrôle fiscal et qu'on avait tellement de données à exploiter pour pouvoir regarder ce qui se passe vraiment dans les comptes de notre entreprise qu'il a fallu faire intervenir une brigade spéciale de Bercy juste pour aller explorer nos données. Voilà. Donc en fait on est à la fois un producteur de très grands volumes de pièces mais de très grands volumes de données. Le digital, c'est effectivement l'exploitation de ces données afin qu'on puisse aller au-delà de ce que nous réalisons déjà aujourd'hui, et c'est en ça que ça confère au rêve et à la valeur qu'on peut créer à partir du digital, et je reprendrai quelques exemples pour cela. Alors, je pense que dans l'Assemblée ici, on a des universitaires, on a des ingénieurs, etc. Donc je pense qu'on est tous un peu des geeks, et puis le digital, ça nous fait plutôt rêver. Sachez que si on fait une exploration de notre entreprise et des salariés, je pense que pour Raymond, on doit être dans un tiers que ça fait rêver, 2 tiers à qui ça donne un cauchemar. Si on va chez ST, on sera peut-être dans l'inverse, 2 tiers, 1 tiers, ça fait rêver. Chez ST ou chez Schneider d'ailleurs. Donc, mais malgré tout, il y a encore une partie de notre population, de personnes qui travaillent dans l'entreprise,
pour qui c'est un cauchemar, mais il ne s'agit pas seulement de cette population-là qui peut être concernée. Et si on prend les parties prenantes d'une entreprise, que sont le client, le salarié et l'entreprise elle-même, finalement, dans les deux cas, on peut trouver des surfaces pour lesquelles la digitalisation nous amène des plus, et puis des surfaces pour lesquelles la digitalisation nous amènera potentiellement des très grands moins, et donc des craintes qui aujourd'hui alimentent des cauchemars. Alors, puisque je fais partie des geeks, sans doute comme vous, je vais commencer plutôt par les plus, et puis la manière dont tout ça peut nous faire rêver. Et si on prend le cas des salariés, tout simplement, eh bien aujourd'hui, la digitalisation est un mal nécessaire. Ça fait trop longtemps qu'on raconte à tous nos enfants, et je suis sûr que vous aussi, s'ils ne bossent pas à l'école, ils finiront à l'usine. Et donc, du coup, aujourd'hui, pour pouvoir attirer dans nos usines et fabriquer nos produits, on a des super clients, des super produits, des super machines, on gagne bien notre vie. Et bien finalement, notre principale difficulté, c'est d'avoir des gens pour les faire tourner. Et aujourd'hui, pour pouvoir faire tourner cette industrie mécanique, il est nécessaire qu'on ait des outils qui ressemblent le plus que possible aux usages et aux outils que les gens ont chez eux. Ça serait absolument terrible que les gens aient des tablettes à la maison et puis arrivent pour faire tourner nos machines avec des Minitel. Donc du coup, voire moins. Donc du coup, aujourd'hui, cette transformation digitale est importante pour nous, pour servir une part du rêve de toute cette génération millénium qui nous rejoint, pour qu'elle ait envie de nous rejoindre, et aussi pour qu'elle ait les moyens, finalement, d'exercer son métier avec le même plaisir que le plaisir qu'elle a à la maison à utiliser tous les objets du digital. Et donc pour ça, on met énormément d'efforts. Je dirais qu'à l'inverse, ça peut créer du cauchemar aussi. Si on prend la partie prenante qui est notre client, effectivement, dans le digital, on a des gisements qui sont extraordinaires. Je vous parlais du numérique. Le numérique nous traverse déjà. On ne touche plus une seule commande. D'ailleurs, on n'a plus une seule commande de nos clients. On n'a plus que des prévisions de commandes qui ne s'affermissent que 48 heures avant de devoir livrer. Donc, alors qu'il faut 8 semaines pour fabriquer un petit clip qui fait 4 grammes, si on prend toute la chaîne des acteurs qui interviennent entre l'aciériste jusqu'à la transformation du produit. Et donc nos clients nous envoient depuis très longtemps maintenant, de manière informatique, leurs forecasts tous les jours. Et tous les jours, ces forecasts sont révisés par rapport aux produits qu'ils estiment pouvoir consommer au jour J. Il faut savoir que leur forecast et ce qu'ils nous envoient est faux pour 40%, donc la fiabilité de leurs prévisions et de leurs demandes est de seulement 60%, et qu'on a encore une volatilité 3 jours avant de livrer nos clients, qui est de plus ou moins 20% à la référence. Donc vous pouvez imaginer injecter ça sur les volumes que nous avons avec le nombre de références qu'on réalise, et bien finalement on vit un cauchemar, puisque nos clients nous balancent juste des prévisions absolument dégueulasses et intraitables. Donc on s'est emparé de ce sujet, puisque tout ça était très numérique, et toutes ces informations, aussi mauvaises qu'elles soient, elles étaient déjà numériques, et on s'est emparé de ce sujet dans le cadre de la transformation digitale, en se disant mais finalement c'est extraordinaire, nos clients tous les jours, ils ont des lignes de montage, ils sortent 3008 par jour sur cette ligne de montage, ils ne peuvent pas en faire 401, des fois quand ils merdent un peu ils font 399, et la volatilité qui nous ramène à 72 heures, elle est plus ou moins 20%, avec une fiabilité qui est extraordinairement basse. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les informations qui étaient les leurs, et ces forecasts, et ces prévisionnels qu'ils nous envoyaient, on a réinjecté leurs historiques de consommation, on a injecté des informations de nos vendeurs, des informations du marketing, etc. On a pris une dizaine de sources d'informations, on secoue tout ça dans le cloud et on sort une prévision qui passe de 60% de fiabilité à 86% de fiabilité. Et aujourd'hui, il faut savoir que le retraitement de la fiabilité de nos clients, on la réinjecte chez eux en leur disant « voilà ce que vous allez nous acheter au regard de ce que vous nous avez prévu d'acheter qui est archi faux ». Donc ça, c'est très intéressant et ça n'est permis que par le digital et l'utilisation de ces données. Et là, on est vraiment dans un monde d'une complexité extraordinaire puisqu'on utilise la puissance de calcul derrière tout ça pour avoir cette prévision et qui nous ouvre chez nos clients des espaces incroyables, puisque maintenant on commence à parler de supply chain end-to-end, c'est-à-dire qu'on n'est plus seulement un acteur siloté de la chaîne de création de valeur, mais on devient du coup un acteur plus que connecté, un acteur pénétrant. On parle d'usine étendue, qui rentre directement dans ces processus avec de la donnée qui est disponible chez nous et dont ils peuvent disposer en temps réel, en toute transparence, et nous de notre côté c'est la même chose. Donc voilà ce que permet le digital au niveau de la partie client, et voilà ce que finalement ce qui le fait rêver. Alors la troisième partie prenante de l'entreprise qui peut trouver
son pied autour du digital, c'est effectivement l'entreprise elle-même, puisque cette transformation et l'usage de la donnée nous permet d'ouvrir des gisements de productivité qu'on ne connaissait plus, enfin qu'on ne connaissait pas en tout cas, des nouveaux espaces dont la complexité était telle qu'on ne pouvait pas les anticiper et les travailler. Et effectivement, aujourd'hui, l'usage étendu de la donnée révèle des choses, et alors non pas des problèmes, puisqu'on est trop optimiste, on regarde toujours ça sous le volant des gisements, mais en fait des espaces incroyables pour progresser, et on vit vraiment une révolution. Alors, ces trois parties prenantes, elles sont finalement très contents, je citais là que quelques exemples de ces bénéfices, et puis finalement, quand on retourne la facette, chacune d'entre elles a aussi des craintes relativement importantes, et peut vivre le digital comme un cauchemar. Si on reprend le salarié, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est qu'en fait le digital est encore très clivant, même le numérique est très clivant. Là encore une anecdote, tous les 2 ans on fait un sondage auprès des 7000 salariés de l'entreprise, le même qu'il s'agisse d'un salarié en Chine, au Brésil, en France, etc. Et pour savoir ce qu'ils pensent de l'entreprise, de notre stratégie, ce qu'on devrait faire, est-ce qu'ils se sentent bien, etc. etc. Donc, et puis on analyse, et puis après on a un sacré plan d'action si jamais ça va mal. Mais en tout cas, on a fait ce test il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, on avait eu un pourcentage de réponses qui était vraiment très important. On n'était pas bon sur certains sujets, donc on les a fait avancer, mais le pourcentage était relativement bon. Et puis tout le monde avait eu son petit courrier à la maison, avait rempli le questionnaire, l'avait ramené, etc. Et il y a 2 ans, on s'est dit, ouais, c'est un peu lourd, le format papier, le timbre-poste, on va peut-être changer, puis on va mettre tout ça sur une appli. Et puis chacun pourra se connecter sur l'appli pour répondre au questionnaire. Et bien, patatras, le taux de participation a été divisé par 2. Alors en fait, on s'est vraiment posé la question de se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ne répondent plus ils ne pourront pas râler demain si on ne fait rien, parce que quand on leur demande si ça ne va pas, ils ne répondent pas. La réalité, c'est qu'en fait, l'usage d'une application était encore clivante, puisque dans nos salariés, certains se sont retournés vers nos ressources RH pour savoir comment utiliser une souris. Et en fait, on avait trop oublié qu'une partie de la population que nous employons encore dans nos usines, eh bien, en fait, a une vraie barrière, non pas déjà dans le digital, mais par rapport au numérique et à l'utilisation des matériels informatiques. Et donc la prochaine fois, c'est l'année prochaine, eh bien, on retournera à un formulaire et papier et numérique afin de pouvoir satisfaire tout le monde. Donc il ne faut pas oublier qu'on est dans une révolution, mais que ces révolutions ne sont jamais binaires, on ne passe pas d'une position 0-1, et qu'aujourd'hui, dans ce transitoire, il faut qu'on fasse attention aussi à ceux qui ne sont pas forcément confortables avec ces outils très modernes. Et puis par ailleurs, y compris pour ceux qui sont adeptes de ces outils, la transformation digitale est un peu plus brutale que le numérique, parce que le digital qui impose l'utilisation de la donnée, puis le fait que sur la donnée on puisse bâtir de l'intelligence artificielle, vont voir leur métier changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'utiliser les données qu'ils étaient hier en train d'analyser pour pouvoir prendre des décisions. Et aujourd'hui, on conçoit des algorithmes qui remplacent leur analyse et qui ramènent un certain nombre de décisions sur lesquelles on demande à ces gens, y compris ceux qui étaient très, qui s'étaient appropriés ce numérique et ce digital, on leur demande d'intervenir sur les exceptions aux décisions que notre algorithmie a prises, afin qu'on puisse rentrer dans une interaction plus importante avec nos clients. Là aussi, c'est une rupture, puisque ça veut dire tout simplement qu'en fait, les gens vont devoir sortir du silo dans lequel les avait enfermés la problématique du numérique et du digital pour pouvoir justement travailler dans des exceptions avec beaucoup plus d'interaction. Et finalement, la meilleure partie de l'homme, à savoir que la meilleure partie que nous avons encore, chacun d'entre nous, c'est de pouvoir communiquer avec un autre homme. Et finalement, le fait de remplacer cette partie analyse va sortir pas mal de personnes qui étaient confortables avec le numérique, va les sortir de leur surface de confort pour les ramener dans une exploration d'un monde nouveau et sur lesquels ils ne sont pas forcément très à l'aise. Alors ensuite, si on prend la partie client, je parlais des avantages qu'ils trouvent aujourd'hui dans le digital,
il pèse aussi les dangers de ce digital. On a testé assez récemment une petite panne sur SAP, qui est un ERP, je ne sais pas si c'est vous qui le vendez, mais voilà. Donc, ou sinon vous avez un confrère qui fait des pannes. Voilà, donc du coup, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas tenir plus de 48 heures sans ERP. Et sans ERP, on ne peut pas livrer nos pièces. Et donc, quand vous avez une usine qui fabrique le tableau de bord pour la C3 de chez Citroën, vous arrêtez votre usine, vous arrêtez toutes les C3. Finalement, c'est un peu compliqué, puisque quand vous faites un clip ou une vis, ce sont des produits dits traversants, vous arrêtez de fabriquer cette vis, une vis en particulier, et vous arrêtez directement toutes les usines du monde de potentiellement la moitié des constructeurs automobiles mondiaux, juste avec une petite usine. On a un confrère comme ça qui a changé de RP il y a 6 ans maintenant, et il s'est retrouvé bloqué à pas pouvoir facturer ses clients pendant 2 mois. Gros bug, voilà, ça marchait plus, ils ne comprenaient plus rien. Cette absence de facturation les empêchait aussi de livrer, puisqu'il y avait des documents douaniers qui ne pouvaient plus livrer, etc. Résultante, PSA a perdu la vente de 40 000 véhicules, et PSA, en dommages et intérêts, réclame 115 millions d'euros pour 40 000 vis qui valent sans doute 20 000 euros. Donc, à ce client. En conséquence, en fait, la relation au numérique et la dépendance de ce numérique devient vraiment à la fois un outil de performance, et là nos clients saluent tous les jours les prix qu'on est en mesure de réaliser grâce à cette architecture numérique, mais mesure aussi le degré de dépendance que nous avons et l'extrême fragilité de notre position par rapport à cette dépendance nouvelle. Donc ça, c'est effectivement vécu comme un cauchemar par nos clients. Assez récemment, on a salué le fait qu'on ne soit pas italien le jour où c'est arrivé à cet italien, mais quand on a mesuré derrière cette panne, qui heureusement a duré moins de 48 heures sur SAP, quand on a mesuré les impacts que ça pouvait avoir, il y a sur la ligne du Qashqai, en fabrication de Nissan en Angleterre, à 11h17 le lendemain, ils ne pouvaient plus produire, et la conséquence, la pénalité financière qui aurait été la nôtre, c'était de 37 600 livres la minute de retard. Donc vous voyez qu'en fait l'enjeu pour nous, c'est un enjeu de mort pour notre entreprise, si jamais nous ne sommes pas en mesure de maîtriser cette bête du digital et du numérique dont nous sommes aujourd'hui entièrement dépendants. Et puis ensuite, le troisième partie prenante, cette entreprise dont je vous disais tout à l'heure qu'elle peut retrouver des gisements de productivité complètement nouveaux grâce à ce digital, elle a aussi sa part de doute, de crainte, puisqu'effectivement, à la fois, on peut être servi par les mêmes problématiques que celles de nos clients, mais aussi parce qu'elles nous empêchent finalement assez souvent de réfléchir. On a beaucoup de débats en interne, j'en ai encore eu un avant-hier, sur le fait qu'on essaye de mettre du digital et du numérique surtout, y compris sur des processus un peu merdiques, excusez-moi pour le mot, mais on se dit assez souvent on va automatiser quelque chose puisqu'on va en tirer du rendement, mais on n'explore jamais finalement si le quelque chose qu'on veut automatiser, finalement on le fait bien. Et le fait de mettre une couche de numérique et de digital sur ce processus qui finalement dysfonctionne, et assez loin de ce qu'on pourrait faire de manière la plus efficace, vient durablement ancrer ce dispositif et ce dysfonctionnement à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'a posteriori de l'avoir automatisé par le numérique, il est impossible de le rechanger. Et ça, c'est un vrai sujet qui fait qu'aujourd'hui, je suis un peu le gardien enfin voilà, je porte ça un peu dans le ventre et j'essaye de le défendre dans l'entreprise. Je n'accepte qu'on digitalise nos processus qu'à partir du moment où on a fait l'exploration profonde, au sens humain, de notre processus, de notre flux, de la valeur ajoutée qu'on apporte, et qu'on soit bien certain en fait que ce qu'on fait, ce qu'on va numériser, soit à l'instant T, puisqu'il faut être modeste aussi, nos successeurs changeront aussi ce qu'on a fait en disant vraisemblablement qu'on avait fait n'importe quoi, mais en tout cas, à l'instant T, qu'on soit persuadé en fait qu'on vient mettre cette couche du digital sur ce qu'il y a de meilleur, sans quoi en fait on vient inscrire les dysfonctionnements durablement, et ça c'est un vrai péril pour l'entreprise, puisque par ailleurs, cette digitalisation, elle n'attend pas, elle avance, et il faut finalement que la transformation et l'exploration que nous faisons de notre entreprise s'effectue plus vite encore que s'effectue cette digitalisation. Alors voilà pour les risques et le cauchemar, et vous voyez que chacun a, ou le rêve et le cauchemar, donc chacun a sa part de rêve, chacun a sa part de cauchemar.
On n'a pas le choix, il va falloir y aller, c'est effectivement la révolution. Ceux qui franchiront pas cette révolution en subiront les conséquences, c'est évident, puisqu'il y a trop de gains dans le rêve pour pouvoir s'en passer. Pour autant, la partie qu'il faut que nous en parlions tous, c'est que tout ça se fait, je ne sais plus quel intervenant en parlait ce matin, mais le digital comme le numérique, ça n'est qu'un outil. Ça n'est qu'un outil qui vient servir la performance et des hommes. Donc il faut savoir aussi, et surtout, qu'on sache adresser et donner du sens à cette transformation auprès des hommes qui vont vivre autour de ce nouvel objet ectoplasmique qu'est le digital. Et donc cette transformation, elle est vraiment importante, entre autres pour que nous, au sein d'Araimon, on puisse convertir les 2/3 de nos salariés qui en ont encore peur et qui voient plutôt les dégâts qu'engendreront les problèmes plutôt que les bénéfices qu'ils pourront en récolter. Et tout ça est vraiment important, et c'est aussi important pour la communauté de ceux qui participent à la création de ces outils, du digital et du numérique. C'est-à-dire que demain, il faudra non seulement faire des beaux outils, des belles technos, alors effectivement, dans notre salle, ça fera rêver à peu près tout le monde, mais par contre, il faudra qu'en plus de vendre cet outil, vous sachiez apporter une brique complémentaire au client à qui vous allez donner ce logiciel ou ce digital, qui lui permette d'accompagner ses salariés avec la transformation qui va être impactante et qui sera apportée par ce même outil. C'est-à-dire vous arrivez avec un outil et vous présentez une techno, elle sera durablement très compliquée à implanter dans une entreprise si vous ne venez pas avec les outils de sciences humaines qui sont le corollaire de cette technologie, afin de pouvoir accompagner votre client au final pour qu'il puisse persuader tous ceux qui sont encore animés par ces idées de cauchemar et de peur. Voilà. Je crois qu'il y a une séance de questions. Là, il y a une place pour quelques questions. Monsieur ? Oui. Je voulais savoir, comme l'intelligence artificielle a démarré fortement avec l'apprentissage profond, je voulais savoir si votre firme utilise ce type de logiciel ou pas. Oui, alors c'est un début. On a un programme très ambitieux. On a plusieurs thèmes. Un thème qui est important pour nous et qui est lié finalement à cette compétence des hommes qu'on pourrait perdre, j'en parlais tout à l'heure, c'est tout ce qui est agent conversationnel, le fait qu'on puisse, comme sur nos téléphones, avec l'application Siri, vous parler à votre téléphone et puis il vous répond. Il faudrait idéalement que la formation puisse la dispenser vers nos opérateurs de la même manière. Donc on travaille sur ces problématiques d'agent conversationnel afin de pouvoir aussi dominer la bête que devient notre entreprise avec ses volumes, cette vitesse et cette complexité, et pourtant on fait des produits très simples. Alors j'imagine même pas ceux comme ST ou Schneider qui ont parfois des process beaucoup plus compliqués que le nôtre, mais en fait pour qu'on puisse dominer cette bête, on est en train de travailler sur un jumeau numérique, le jumeau numérique permettant finalement de disposer en temps réel d'informations sur toutes les ressources disponibles, qu'elles soient humaines, matérielles, la machine, est-ce qu'elle est disponible, l'outil, est-ce qu'il est disponible, la matière première, est-ce que je l'ai, de sorte à ce qu'on ait un retour par de l'intelligence artificielle de ce qu'il faudrait que nous fassions à l'instant T pour être en mesure d'utiliser le plus que possible la puissance industrielle que nous avons. Nous sommes persuadés aujourd'hui que par les dysfonctionnements et le fait qu'on ne réussit pas à synchroniser l'ensemble de toutes ces ressources au même moment, à l'instant T, sur une même mission, eh bien on sait qu'on a de la déperdition. Et donc ça, c'est une intelligence artificielle qu'on est en train de travailler et dans laquelle on croit beaucoup, puisqu'elle va nous offrir des gisements. Et c'est là où, finalement, on va aussi subir des transformations dont je parlais tout à l'heure, à savoir que l'homme ne sera plus qu'en intervention de l'exception sur ce qui lui sera proposé par la machine. Jenny Briquet, consultant, excusez-moi. Est-ce que vous avez beaucoup de dialogues de potes avec les robots de vos partenaires et clients? Le volume de... Oui, alors les robots oui, mais avec nos clients sur le sujet oui, puisque en fait tout le monde vit cette transformation digitale et puis de manière générale cette transformation usine 4.0, donc l'automatisation, la robotisation, etc. Il s'avère en plus que pour nous, nous sommes acteurs de la transformation de nos propres clients, dans le sens où nos clients qui sont les constructeurs automobiles, quand ils réfléchissent à ce qu'ils devraient faire en termes d'usine 4.0,
eh bien, ils adressent quoi? Juste le montage automobile. Et c'est fait quoi? C'est fait avec nos pièces. Donc en l'occurrence, à la fois, on a notre transformation interne d'industriel, mais aussi nous sommes un acteur de la transformation de nos clients. D'ailleurs, on utilise notre transformation interne comme carte de visite pour aller vendre des produits et des services nouveaux chez nos clients. Jusqu'à présent, on vendait d'ailleurs des clips de montage. Aujourd'hui, on commence à vendre des robots collaboratifs qui viennent poser nos clips. On vendait des clips pour lesquels parfois l'opération de la personne qui vient faire l'assemblage sur la ligne automobile est une opération en aveugle. Il vient aller poser un clip pour tenir une cartouche explosive d'airbag à l'aveugle. Il arrive que des clips ne soient pas bien montés. Et donc on développe des gants avec des capteurs qui font preuve de bon montage. Donc avec des capteurs, par exemple un micro qui vient entendre le petit clic du bon montage, qui vient enregistrer la pression qu'a eu l'opérateur sur les doigts, etc. etc. Donc effectivement, en étant dans cette transformation, on accompagne nos clients, on communique avec eux, on échange de la donnée, on trouve des revenus nouveaux, hein, ce dont je parlais tout à l'heure, la supply chain end-to-end, et le fait qu'on réinjecte les données de prévision retravaillées de nos clients. Enfin, et là, on vit avec nos clients un instant assez amusant en leur disant on va vous dire ce dont vous avez besoin, ce qui est vraiment rigolo. Ça les fait rigoler 5 minutes. Mais en tout cas, on essaye là, nous aussi, d'en tirer un revenu complémentaire et donc finalement de pouvoir générer des revenus sur la donnée que nous allons injecter chez eux et qui vont être eux-mêmes intégrés dans leur processus digital. Donc c'est vraiment une interaction étendue et c'est là où on retrouve la puissance de l'usine étendue. Avec des nouveaux gisements de ces usines hyper connectées les unes avec les autres, avec là encore une part de rêve, qui seront les gisements qu'on pourra révéler grâce à ça, puis une part de crainte, c'est le fait qu'on va devoir offrir une transparence totale à nos clients, alors que dans l'absence de transparence, on vient parfois cacher des marges, quoi. Autre question? Dernière, s'il vous plaît. Au début de votre belle démonstration, vous nous avez dit que vos clients faisaient de très très grosses erreurs sur les commandes qui s'adaptaient, qui se rapprochaient de la date de livraison. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ça commence par nous consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des désirs de consommateurs avec un tel degré de customisation du véhicule qu'il est quasiment impossible, sauf pour des flottes de loueurs de véhicules, d'anticiper le besoin du consommateur. Et vraiment, un constructeur automobile aujourd'hui, quand il lance un véhicule, il serre quand même les fesses pendant un bon moment en se disant « est-ce qu'il va marcher ?» Et ce degré de customisation et cette incertitude, eh bien, ils la vivent avec un degré d'anticipation zéro, et aujourd'hui, elle s'exprime, alors ils imaginent, l'imagination en automobile confère à des choix lourds, y compris industriels, et finalement, les choix industriels qu'ils font ne correspondent pas toujours avec le besoin du client, et donc tout ça, ça commence en chaîne finalement avec notre propre volatilité de consommateurs, et en chaîne évidemment, on retrouve la loi de la somme des volatilités qui fait que cette incertitude, à la fin, elle devient énorme, au même titre d'ailleurs que à Raymond vis-à-vis de nos fournisseurs, on est l'horreur au carré. Si nos clients sont l'horreur, on est l'horreur au carré, puisque cette volatilité, on vient la transformer, on vient la réinjecter dans notre propre volatilité, dans nos propres urgences, et on la retransfère à nos fournisseurs avec bien finalement une performance encore moins bonne que celle de nos clients. C'est une toute petite dernière, Gérard. Excusez-moi, juste je voudrais vous entendre sur éventuellement piratage, puisque vous êtes digitalisé, numérisé à un point assez important. Qu'est-ce que vous avez prévu pour vous protéger contre les hackers et les pirates? Une prière de temps en temps. Je pense qu'on ne sera jamais protégé. Je pense que notre principale protection, c'est de rester modeste, même si notre entreprise fait 1,2 milliard, donc doit être un peu plus visible. Notre premier compétiteur est américain, donc j'imagine qu'il utilise tous les moyens en sa possession pour savoir ce qu'on fait. On fait malgré tout de la quincaillerie, même si j'aime pas que nos clients nous ramènent ce terme-là quand on est en négociation. Et je pense pas qu'on soit dans le radar de ceux qu'il faut vraiment espionner, à contrario d'un Schneider ou d'un ST qui sont peut-être un peu plus dans le spectre et dans cette cible-là. Mais alors, on met les moyens, la taille de notre entreprise, et puis c'est surtout toujours une balance entre
le risque et les bénéfices d'une protection qui coûte finalement très cher et qui serait peut-être inutile à l'endroit des produits et des marchés que nous adressons. Merci Frédéric Perrault. Merci. Vous nous avez montré l'exigence du rêve et le risque du cauchemar.